Bonjour à tous. De plus en plus de couples ou de jeunes parents désirent partir comme volontaires à l'étranger et découvrir d'autres façons de vivre et d'autres cultures. Alors, quelles associations catholiques proposent ce type de projet ? Quelle mission peut-on réaliser sur place ? Comment préparer son départ ? Et puis, en quoi cette expérience peut être enrichissante pour toute la famille ? C'est ce qu'on va voir avec nos invités. J'accueille tout d'abord Emmanuel Destin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes parti avec votre femme comme volontaire au Liban, avec la DCC, la Délégation catholique pour la coopération. Vous avez eu là-bas un enfant. Vous nous parlerez de cette expérience qui a duré 3 ans. À vos côtés, François-Xavier Guiblin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la communication à la DCC. Merci de nous avoir rejoints. Vous nous direz comment vous préparez des familles à partir. Enfin, Père Denis Metzinger, bonjour. Bonjour. On vous retrouve sur notre antenne. Vous êtes vicaire épiscopal pour la pastorale familiale du diocèse de Paris. Vous nous apporterez votre regard sur ces questions tout à l'heure. Un reportage. Plusieurs associations catholiques envoient des volontaires sur le terrain. Un exemple avec Fidesco. Cette ONG catholique de solidarité internationale a été créée au début des années 80 par la communauté de l'Emmanuel. Plus de 1100 volontaires sont déjà partis à travers le monde. C'est le cas d'Antoine et de Claire Emmanuel. Antoine et Claire Emmanuel sont partis, l'un comme journaliste pour Antoine, ce qui était sa formation initiale, l'autre comme archiviste pour Claire Emmanuel, ce qui est également sa formation initiale, parce que la conférence des évêques d'Afrique australe cherchait quelqu'un pour diriger son service communication, et puis quelqu'un qui reprenne l'ensemble de ses archives pour avoir un historique du travail de l'Église en Afrique du Sud. Ce qui est particulièrement intéressant, en fait, c'est de voir l'implication de l'Église pendant le temps de l'apartheid. L'histoire de l'Afrique du Sud a été assez douloureuse ces dernières années, et on retrouve ici des traces de tout ce qui a pu se passer, les difficultés de relations entre les gens noirs, blancs, métis, et c'est encore très, très vivant ici, donc c'est passionnant. La compassion, ça se traduit d'abord par la compétence. Fidesco est une ONG de solidarité internationale catholique qui envoie ses volontaires à l'appel des églises locales pour des durées de 1 à 2 ans. En France, on avait tout ce qu'il nous fallait, on avait chacun avec Claire Emmanuel un travail qui nous passionnait, on était bien payés, une bonne situation, mais on sentait qu'il nous manquait quelque chose et on avait vraiment envie de se recentrer sur l'essentiel. C'est la foi qui les amène. Ce qu'ils veulent faire, c'est témoigner de la présence du Christ dans le monde. Et cette foi-là, ils vont la vivre en s'investissant au-delà de leur petite mission simplement, pour apporter ce qu'ils sont, ce qu'ils aiment, et puis rencontrer en profondeur d'autres hommes. It is good for the young people to see that there are other young people in other countries who are ready to give their time for voluntary services, not always thinking of themselves first, but thinking of the other people. On a des célibataires, on a des consacrés, des séminaristes, des sœurs, des couples qui viennent tout juste de se marier, des familles avec 4-5 enfants, des retraités qui se disent voilà, maintenant j'ai envie de transmettre mon savoir et j'ai envie de le faire en partant dans des pays du Sud. Quand on va dans ces quartiers, dans les quartiers les plus pauvres, on est frappé à la fois par la pauvreté des gens, en même temps par leur joie. On voit ça régulièrement quand on va à la messe. Les gens sont en liesse, alors qu'on pourrait se dire, avec le peu de moyens qu'ils ont et la vie dure qu'ils mènent, ils ont toutes les raisons d'être tristes, et en fait, ce sont des gens qui rayonnent. Emmanuel, une réaction sur ce reportage. Vous, qu'est-ce qui vous a poussé à partir avec votre femme au Liban ? Un peu comme le couple le disait dans le reportage, c'était l'envie de vivre ce qu'on lisait dans l'Évangile. Oui. Partir et suivre le Christ. Alors on ne sait pas trop ce que ça veut dire, hein, parce que et puis on a voulu le faire, et quelques jours après, on a eu dans la boîte aux lettres, on a eu un petit coup de pouce de la Providence, parce qu'on a eu un dépliant de la DCC. Oui. Nous ne connaissions pas la DCC, et donc on a commencé
On a commencé la formation à ce moment-là avec eux. Mais pourquoi est-ce qu'il fallait partir pour vivre ce que disaient les évangiles, comme vous dites? Ça pouvait se vivre ici? Oui, c'est plus difficile de tout lâcher ici, peut-être. Le confort, comme les jeunes en parlaient, ou toutes ces choses qu'on a. Effectivement, on avait un bon salaire, un travail, etc. Ça ne vous suffisait pas? Il fallait une autre dimension? Oui, voilà, oui. François-Xavier Guiblin, alors c'est quoi les motivations des volontaires, des parents qui viennent vous rencontrer? Qu'est-ce qui fait qu'ils poussent la porte de la DCC? Il y a trois grandes motivations. Il y a l'envie quand même de la rencontre. Oui. D'aller chercher une autre façon de vivre, une autre façon de croire. Enfin voilà, c'est cette différence aussi qu'on va rencontrer en partant en coopération. Ça, c'est vraiment la première chose, rencontrer l'autre. La deuxième, c'est bien sûr aussi cheminer dans sa foi, ou pour ceux qui sont peut-être plus éloignés de l'Église, cheminer personnellement, avoir envie que des choses en soi bougent, se déplacent. Et puis, comme le disait Emmanuel, je me souviens toujours de cette volontaire au Cameroun qui disait « Je sentais que quelque chose m'attendait ailleurs ». Ce quelque chose, on ne le définit pas forcément, mais on sent qu'on est appelé par une sorte de défi personnel à aller ailleurs. Et puis la troisième grande motivation quand même, et qu'il ne faut pas oublier, c'est le service. Cette dimension de la charité à laquelle est appelé tout chrétien, bien, elle est bien présente chez les volontaires qui veulent partir. Et en même temps, c'est pas simple de faire partir une famille avec 2, 3, 4 enfants à l'étranger. C'est pas simple, parce que ces questions-là, d'ouverture, de service, Oui. eh bien, elles ne vont pas ne concerner que soi ou que son conjoint, elles vont concerner aussi les enfants. Et cette réflexion qu'il y a autour des enfants, eh bien, elle doit être prise en compte par les familles. En tout cas, c'est notre démarche à la DCC d'amener les familles à réfléchir à ce que l'ouverture engendre comme question lorsqu'on part en famille. C'est-à-dire, est-ce que je suis prêt à ce que mes convictions éducatives soient confrontées à d'autres visions de la famille? Soit un peu bousculé. Soit bousculées. Est-ce que j'accepte tout bêtement, de confier mon enfant? Parce que finalement, quand même, et je le dis en tant que parent, j'ai 2 enfants moi-même, je ne sais pas si je serais capable de franchir ce pas. Moi, je suis parti comme volontaire en tant que célibataire. Je ne sais pas si je serais capable de franchir ce pas. Et c'est des beaux efforts d'abandon qui sont demandés aux familles d'accepter que leur enfant soit gardé par quelqu'un qui n'a pas les mêmes principes éducatifs. La question de la scolarisation, est-ce qu'on accepte que mon enfant soit scolarisé dans des écoles avec 50 élèves, alors qu'on va privilégier ici en France peut-être le bon petit établissement pour nos enfants? C'est quand même des vraies questions qui se posent. Auxquelles les parents doivent réfléchir et vous les aider dans ce discernement-là aussi. Alors oui, parce qu'on leur pose vraiment ces questions-là. Quel est le projet pour votre famille? Est-ce que c'est un projet juste de vous en tant que couple que vous dites c'est intéressant de faire vivre ça à mes enfants? Ou est-ce que c'est un vrai projet de la famille? On est en ce moment en réflexion à la DCC sur comment on pourrait nous préparer les enfants. Parce que finalement, les enfants aussi vont vivre une coopération, vont vivre un temps de volontariat. Comment on peut aussi essayer de les préparer avec des éducateurs, avec des gens spécialisés dans cette question-là pour leur permettre de vivre mieux, de comprendre aussi ça. Même si c'est vrai que les enfants ont cette capacité d'adaptation plus rapide, cette spontanéité de la rencontre et du lien relationnel qui fait que, eh bien, assez rapidement, ils vont aller chez les voisins, prendre leur indépendance et parfois même mieux s'adapter que les parents. Emmanuel, alors vous êtes parti en couple, mais vous avez eu un enfant au Liban. Le fait de démarrer une famille là-bas, ça a été vécu de façon particulière? Alors, ce n'était pas prévu pour nous, puisqu'on était mariés depuis 7 ans et on n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et on a passé 1 an, la première année de coopération, c'était donc sans enfants. Et les gens au village priaient pour qu'on en ait parce que c'était pas... Donc vous étiez, oui, petite précision. Dans un petit village au Liban, dans la montagne. Dans un les petit montagnes. village, 1000 habitants à peu près. D'accord. Et donc les gens, ma femme était médecin au dispensaire, dont les gens venaient la voir au dispensaire. Oh là là, tu n'as pas de chance de ne pas avoir d'enfant, etc. On va aller au sanctuaire pour toi, on va prier pour toi. Et puis la grâce nous a été donnée d'avoir un fils. Ça a changé évidemment la coopération. Oui, de quelle manière? D'abord sur l'activité elle-même, puisqu'on avait... on travaille énormément. Avec un enfant, on ne peut pas travailler de la même façon. Vous êtes moins disponible? Moins disponible. En même temps, il y a un rapport différent qui se crée aux gens. On change de nom, par exemple. Au Liban, je suis passé d'Emmanuel à Abou Liès, le père de Liès. Oui. Ça crée des liens différents. Oui, et puis il y a des liens différents qui se créent. De la paternité, d'être parent, en fait. Dans certains pays, ça compte Il y a beaucoup. aussi la joie aussi des habitants du village
de voir que quelque chose de bien était arrivé. Hein, Vous n'avez pas hésité à rentrer en France, accouchement en France, sécurité, etc. Non. Ça n'a pas changé Non, ça n'a pas... vos projets? Non. Alors, François-Xavier Guiblin, en quoi ça peut être un plus d'envoyer une famille? Parce que, on le disait, hein, c'est plus de logistique, même aussi pour les pays d'accueil. En quoi est-ce que c'est une bonne chose pour les pays partenaires? Alors, il y a bien sûr, j'ai envie de dire, l'image de la famille. Et comme l'a dit Emmanuel, c'est un témoignage particulier. Oui. En venant à l'émission, Emmanuel me relatait cette anecdote où, à la sortie de la messe, il a dû changer son enfant, et où le regard des personnes était à la fois, pour certains amusés, pour d'autres choqués. Alors, ce père qui s'occupe des enfants, donc effectivement, ça interroge. Oui. On n'est pas là, la famille n'est pas là forcément pour donner la voie à suivre, mais elle interroge. Elle perturbe un peu peut-être les certitudes aussi des gens qui accueillent. Et ça va dans les deux sens. Et ça va dans les deux sens. Voilà. Parce qu'effectivement, cet enfant qu'on conçoit peut-être en France comme étant notre enfant, là, c'est l'enfant de tous. Et c'est aussi un autre rapport à la paternité, à la maternité, que finalement, c'est-à-dire que notre enfant ne nous appartient pas. Et ça aussi, ça fait redécouvrir la vocation chrétienne des parents. Donc ça va vraiment dans les deux sens. L'intérêt pour les gens qui accueillent aussi, c'est bien sûr toute la réflexion sur l'éducation. Et puis, il y a un certain nombre de postes aussi où des diocèses ou des congrégations vont vouloir confier un lieu pour qu'ils vivent, pour qu'ils soient un lieu d'accueil. Je pense à des volontaires qui étaient notamment en Algérie, à Tamanrasset, et qui donc accueillaient les pèlerins comme ça, sur les traces de Charles de Foucault. Eh bien, qu'une famille l'habite, ça donne de la vie. Ça donne aussi un témoignage de cette présence chrétienne vivante, avec ses rires, ses cris d'enfants aussi. Et puis, c'est plus généralement aussi se dire que bien, en France, quand on travaille, on a une vie de famille, pourquoi on ne pourrait pas, puisque l'expérience de volontariat est aussi une expérience professionnelle, eh bien, avec tous les éléments de la vie qui comprend aussi cette dimension familiale. On revient, Emmanuel Destin, à votre projet de départ. Donc, comment ça s'est préparé, cette mission DCC? Eh Vous bien, avez été accompagné par la Oui, bien DCC? sûr, il y a des week-ends à la fois de formation et de discernement. François-Xavier vous en parlera mieux que moi. Dans lesquels, à la fois, nous, on apprend à connaître la DCC, et la DCC apprend à nous connaître. On apprend aussi à se connaître entre futurs ou pas coopérants. Oui. Et on chemine, en fait, par ces week-ends. Au bout d'un moment, une mission nous est proposée en fonction de notre profil, de notre expérience professionnelle. On l'accepte ou on ne l'accepte pas. Et si on l'a accepté, il y a un stage d'une dizaine de jours l'été où tous les coopérants là, de toute la France sont rassemblés avant le départ dans l'été, souvent au mois de septembre. D'accord, ça représente un an à peu près, si vous voulez. C'est à peu près un an de préparation avant de partir. Hein. François-Xavier Guiblin, alors, est-ce qu'il faut simplement avoir envie de partir? Non, ça ne suffit pas. Si on regarde par exemple nos chiffres, on a 1600 candidatures par an qui nous arrivent. Et à nous de savoir les accueillir toutes avec leur diversité. On va avoir 400 personnes qui vont être formées, et au bout, c'est 200 personnes qui partent. Alors, ce n'est pas nous qui décidons qu'on passe de 1600 à 200, mais on va accompagner les gens dans le discernement, parce que le départ, c'est un vrai discernement. Est-ce que ça s'inscrit maintenant, à ce moment-là de mon parcours? Est-ce que c'est pertinent maintenant, ce départ? Et non seulement ce départ, mais ce départ sous la forme du volontariat, qui est une forme particulière. Je ne sais pas si Emmanuel aura le temps de vous en parler, mais ils ont ce projet en famille de partir faire le tour du monde en famille. Bon, c'est une autre façon de vivre l'étranger, vivre l'expérience à l'étranger. Donc c'est vraiment accompagner chacun, et plus particulièrement les familles, sur est-ce que ce départ en volontariat s'inscrit dans mon projet. Voilà. Et on se rend compte que des gens nous remercient de leur avoir dit non, c'est peut-être pas à ce moment-là. Alors justement, dans quel cas de figure ça peut être il vaut mieux pas, et quand est-ce que vous dissuadez un peu les familles de faire ce genre de démarche? On ne dissuade pas, on accompagne le choix. C'est la famille qui décide. D'accord. Il faut qu'il y ait une rencontre entre guillemets une offre et une demande. Il faut qu'il y ait une rencontre, une offre et une demande. Effectivement, il faut que la proposition qu'on va faire de mission corresponde aux compétences de la personne. Donc ça, c'est important. Vous prenez en compte les compétences. Les églises du Sud ont besoin de vraies compétences qui viennent. Donc même les évêques demandent avant tout des compétences. Mais ils peuvent quand même avoir une mission qui n'a rien à voir avec leur métier sur place. Dans la plupart des cas, nous, on veille à ce qu'il y ait une réelle adéquation entre leurs compétences et la mission qu'ils auront à mener sur place, par respect pour nos partenaires du Sud et par souci aussi d'une action efficace, utile
aussi sur place. Vous avez combien de familles qui partent en moyenne par an? Vous parliez de 1600 candidatures. Alors on a 1600 candidatures, 400 personnes formées. 200 départs. Et sur ce 200 départs, on a à peu près un tiers de couples. D'accord. Et puis on doit avoir aux alentours d'une dizaine de familles par an qui partent. Alors, différents visages de la famille. Il reste peu aujourd'hui, hein. Ce qui reste peu, parce que faut que ça corresponde aussi à des missions et des demandes de missions. Oui. Hein. Il faut qu'il y ait 2 missions, parce que quand un couple part, une famille c'est avant tout un couple c'est 2 missions. Chacun doit pouvoir avoir une mission qui lui convient au même endroit. D'accord. Donc ça c'est aussi quand même un critère. Le deuxième, c'est de voir si le partenaire du Sud, qui est aussi partie prenante et le premier acteur de la demande de volontariat, est en mesure d'accueillir une famille. Voilà. Est-ce qu'il y a une possibilité de scolarisation? Ce sont les partenaires qui financent ces missions-là ou pas? Alors c'est un choix de la DCC que les partenaires du Sud soient partie prenante financièrement de la mission. Pas intégralement alors? Pas intégralement, parce qu'avec Donc ce sont les églises locales quand vous parlez de partenaires? Ce sont les églises locales. Pourquoi? C'est avant tout pour un principe important qui est de dire il est important que le partenaire du Sud inscrive le volontariat ou la venue d'un volontaire dans son projet. Et un projet, c'est un budget. Et c'est important qu'une partie de ce budget soit consacrée à la venue du volontaire. Ce qui veut dire que ce n'est pas juste quelqu'un qui vient « Oh, vous venez m'aider, vous êtes gentil ». Non, non. Je vous ai demandé de venir, je vous ai choisi et en ce sens, vous avez aussi des comptes à me rendre. D'accord. Et donc ça place le volontaire dans un rapport qui nous semble plus sain, hiérarchique, par rapport à ce qui pourrait être considéré comme son employeur. Emmanuel, alors sur place, vous parliez de votre femme qui était médecin. Oui. Vous, qu'est-ce que vous avez fait au Liban? Alors j'étais enseignant, je suis enseignant de formation, j'enseignais à l'école de l'archevêché local. D'accord. Et puis on a eu rapidement une activité au-delà de nos deux postes initiaux, c'est-à-dire on a monté une petite association pour les jeunes du village qui le soir n'avaient rien d'autre à faire que de fumer du cannabis, puisqu'il n'y a pas grand-chose au village. Donc la maison des jeunes accueillait les jeunes du village, ça nous a donné beaucoup de travail, aussi beaucoup de rencontres très très fortes à ce moment-là. Alors vous avez passé 3 ans au Liban. Oui. Au départ, c'était une mission qui était... Pour 2 ans. Pour 2 ans, vous avez prolongé d'1 an. C'est ça. Donc c'est que ça vous a beaucoup plu alors. Oui, oui, ça nous a beaucoup plu. Oui. Puis le rapport avec ma femme a un rapport très différent du coup avec les mamans du village et les jeunes filles, puisque assez peu de jeunes filles poussent leurs études très loin. Et là, les jeunes filles et les femmes, vous voyez qu'on pouvait être à la fois professionnellement s'être épanoui et en même temps être une mère. Voilà. Et avoir ce double visage, ça a rapproché aussi énormément des gens, ce rapport-là. Vous êtes rentré depuis combien de temps maintenant? On est rentré en 2006. Quel regard vous portez alors sur ces 3 ans passés au Liban? C'est inoubliable parce que déjà il y a l'IS qui a 5 ans maintenant et qui court partout. Petit garçon. Donc on ne peut pas l'oublier celui-là. Voilà. Il a un prénom libanais, on ne peut pas l'oublier. Il a des parrains libanais, il a été baptisé dans le village. Ah oui. On est retourné au Liban et puis on y retournera l'année prochaine. C'était une expérience assez fondatrice même dans votre vie de jeunes parents. Ah ben évidemment, ça change complètement. Ne serait-ce qu'on ne s'attendait pas à être parent. Hein, la grâce nous a été donnée là et on ne s'attendait pas du tout à la recevoir à ce moment-là. Et on n'était pas du tout parti dans l'idée d'avoir un enfant. Tout a changé, évidemment. Si vous avez un enfant en France, ça change tout. Là, ça a changé encore plus de choses et l'expérience reste pour nous très très forte, professionnellement et puis spirituellement aussi. François-Xavier Guiblin, ces familles qui reviennent, d'abord, qu'est-ce qu'elles en gardent comme expérience forte, et notamment les enfants, ça dépend des tranches d'âge, bien sûr. Quel genre d'écho vous avez? Alors, on sent bien que les familles nous disent souvent, un peu par anecdote, nos enfants qui rentrent, ils ont toujours cette envie d'aller vers l'autre. D'accord. C'est ce besoin spontanément de rencontrer, d'être entouré, d'être voilà. Et je pense aussi que du coup, ça influe sur ces choix et ces projets de famille. Les familles qui ont vécu le volontariat gardent cette volonté de rester une famille ouverte, une maison qui est ouverte à l'autre et qui est aussi tournée, bien sûr, vers l'étranger et vers la différence culturelle. Donc ça c'est le point positif. Il y a aussi des aspects peut-être plus durs, c'est-à-dire un retour en France, avec peut-être éventuellement la recherche d'un travail. Ça fait partie des inquiétudes des parents. Vous les accompagnez sur ce terrain-là? Alors,
la recherche du travail, effectivement, c'est une dimension importante. Alors nous, on va les accompagner pour transformer cette expérience qui est avant tout une expérience quand même personnelle forte. Oui. C'est plutôt intérieurement que des choses ont beaucoup changé. Mais comment aussi mettre en valeur les aspects professionnels pour que sur le marché du travail, ce soit pas tant leur expérience personnelle et intime qu'ils transmettent, mais aussi la réalité des compétences, des savoir-faire, des savoir-être acquis durant ce temps de volontariat. C'est la première chose. Et on les accompagne bien sûr par une session de retour qui dure 3 jours pour permettre à la fois de relire cette expérience spirituellement, professionnellement, personnellement, et aussi de voir l'après, comment je le réinvestis en France, dans ma vie d'engagement en Église, dans la société, mais aussi dans mon travail pour pouvoir effectivement, pourquoi pas, évoluer dans mon parcours professionnel. Alors pour les enfants, c'est aussi le retour à une forme de scolarisation peut-être autre. Certains étaient hors du système scolaire parce qu'il n'était pas possible d'avoir une école. Donc on passe de « maman m'apprend » à un retour à une scolarisation dans une classe, dans une école, avec des contraintes qui ne sont pas les mêmes. Et puis, on dit aussi souvent que vivant à l'étranger, la famille est très, très soudée. Il y a quelque chose de fort qui se vit en famille. On se recentre aussi pas mal. Voilà, on se ressent. Au retour, eh bien, chacun va aller aussi sur ses occupations. Les 2 parents ne sont pas forcément dans le même endroit. Donc toutes ces dimensions-là, vous essayez de les accompagner en tout cas. Tout à fait. Notre rôle, nous, on pense que quand on vit 2 ans de coopération, il faut compter 1 an d'atterrissage. Voilà. Et donc c'est important pour nous, dans l'année ou les 2 années qui suivent, de pouvoir, qu'ils soient à Paris ou même en région, à travers les liens avec les 15 000 volontaires qui sont partis avec la DCC depuis 43 ans, et bien qu'on puisse être là pour les accompagner, les faire parler, les aider à se réinsérer. Emmanuel, il y a eu un atterrissage en revenant du Liban. Oui. Déjà, on est revenu avec les rapatriés, puisqu'il y avait une guerre entre le Hezbollah et Israël. Donc l'atterrissage était délicat, puis était mouvementé celui-là. Mais effectivement, oui, il y en a un, parce que mon fils, au village, quand on est parti, il avait 10 mois, il passait de main en main, et ça ne posait pas de problème. En France, c'est pas pareil. Si on entre à la boulangerie et qu'il tend les bras vers le boulanger ne va pas le prendre dans ses bras. Voilà. Donc c'est pas la même chose. Pour nous aussi, évidemment, c'était le retour à votre vie difficile, même si on n'a pas eu de problème professionnel de notre côté. Il y avait une réadaptation. Hein. Ah oui, c'est pas rien. Il ne faut pas chercher à ce que l'après soit comme l'avant. On a changé, nos amis ont changé. C'est pas pareil, il faut retisser des liens différents, quoi. Merci à tous les 2 d'être venus. Père, je me tourne vers vous. Vous en avez rencontré des volontaires Oui. Et puis à partir de ce que j'ai entendu, j'aurais envie de souligner deux points qui me paraissent importants pour ceux qui désirent partir. Il faut le vivre, me semble-t-il, comme une vocation. Emmanuel le disait, c'est un appel. C'est un appel. Un appel, alors il peut y avoir différents appels, mais il faut le vivre comme un appel. C'est ce qui nous donne la liberté de répondre. Pourquoi ? Parce que le piège, si je puis dire, de désirer partir ou désirer faire le bien, c'est de se mettre en avant. On voit une catastrophe à la télé, on dit « il faut que j'y aille absolument ». Et puis arrivé là-bas, on ne sert à rien. Et on se fait piéger par son émotion. Et donc le vivre comme une vocation, et le vivre aussi comme un temps, j'allais dire, de fécondité pour le couple. Pas seulement la fécondité de la transmission de la vie, mais d'enrichissement, de don, d'ouverture. Et je pense alors que ça enracine la vie du couple, ça enracine la vie de la famille. Et comme Emmanuel le notait, il y a un avant, il y a un après. Et cet après nous échappe, et on est d'autant plus libre, puisqu'on a été formaté d'une manière nouvelle, enrichi par les rencontres, par les épreuves, par les difficultés. Mais en même temps, il y a cette ouverture, et je crois que c'est ça la dimension spirituelle du don de soi que l'on a fait en réponse à un appel, et je suis certain qu'il donne beaucoup de joie, et cette joie, elle porte du fruit dans la vie du couple, dans la vie de celui qui est parti. Enfin, tous les jeunes qui sont partis en coopération en parlent. Ils n'en parlent pas comme des anciens combattants, mais ils en parlent comme une expérience qu'ils ont envie de transmettre et de renouveler. Et les couples qui ont vécu ça avec les enfants, etc., pareil, en parlent comme vraiment une ouverture. Ils ont l'impression d'être à l'étroit quand ils reviennent, de dire mais bon sang, mais c'est bien tout petit notre mentalité, notre manière de voir. Alors, c'est une belle expérience, je crois, d'ouverture, de fécondité et de rayonnement. On a encore juste une trentaine de secondes. Emmanuel, juste une petite question. Quelques conseils que vous donneriez aux couples qui nous regardent, qui envisagent peut-être de faire comme vous ? Est-ce qu'il y a
Un élément important Je ne à crois avoir en pas, c'est tête. une expérience personnelle, si Oui. on répond à un appel. Il faut peut-être pas trop tergiverser, j'allais dire. Bien préparer, la DCC est là pour ça, mais il faut le suivre, cet appel. À un moment, les disciples ont suivi Jésus, et s'ils avaient trop réfléchi, je pense qu'ils ne seraient pas allés. Merci à tous les trois et vous pouvez trouver toutes les informations sur le site Fidesco qui s'affiche sur vos écrans, le site de la DCC, on vient de le voir également. Et puis bien sûr, vous pouvez revoir cette émission sur le site ktotv.com. Très bonne semaine à tous, à mercredi prochain. Au revoir.